entrepreneur avec Outremer Network et Albioma. Et bienvenue à tous sur Tropic FM, c'est Rio. Voilà, je suis content de vous retrouver en lieu et place de Jean-Marc Thibaudier, voilà, qui est parti tutoyer le soleil, mais il reviendra très vite parmi vous en compagnie du Monsieur Info, l'homme de l'info de Tropic FM, et bien sûr nommé le bienheureux et toujours bien informé Jean-Jacques Seymour, que vous allez retrouver dans une petite demi-heure maintenant. Et comme vous le savez, une émission nous tient toujours en haleine et nous donne envie d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus haut, de se dépasser, mais surtout d'être solidaire. Eh ben, c'est tout simplement Outremer Network, bien sûr, animé et avec par Daniel Hierso et surtout jamais sans Daniel Hierso qui est avec nous ce soir. Daniel Hierso, bonsoir, comment ça va? Salut Rio, impeccable. Je verrai que le monde tourne, en tout cas le monde des entreprises tourne bien, avec toujours des gens de bonne volonté, des entrepreneurs qui sont aussi des visionnaires, et ça c'est toujours très très agréable. Et donc une fois de plus ce soir, on va laisser parler le monde de l'entreprise, le monde de ceux qui construisent, le monde de ceux qui vont de l'avant, et bien sûr avec Daniel Hierso, tous vos invités, c'est ce soir et c'est tout de suite bienvenue dans Laisse parler les gens, Outremer Network, et on laisse parler nos entrepreneurs ce soir. Alors chers auditeurs, mais écoutez, on était ravis de vous avoir, on a eu une superbe session, vous vous rappelez, il y a quelques temps, avec Bertin Naoum de MedTech et José Jacques Gustave, et ce soir, c'est une soirée exceptionnelle, avec un entrepreneur exceptionnel. Nous avons à l'antenne Monsieur Xavier Fontanet. Monsieur Fontanet, bonjour. Bonjour Daniel. Mais écoutez, c'est un plaisir, c'est pas un plaisir, c'est un honneur de vous recevoir avec nous. Monsieur Fontanet, vous êtes l'ancien président du groupe Essilor. Vous êtes administrateur de L'Oréal et administrateur de Schneider Electric. Oui. Alors, écoutez, on est là pour écouter un peu votre parcours d'entrepreneur, votre retour d'expérience, et puis on va revenir un peu plus tard sur la question des jeudis de la stratégie que vous avez animé brillamment avec le réseau de la nouvelle PME et Outremer Network justement. Alors, comment on devient un grand chef d'entreprise, comment on accompagne le groupe Essilor premier mondial sur son secteur, comment on arrive à accompagner le groupe Eurest ou le groupe Benetton à des positions de leader dans le monde. D'abord, on ne fait pas tellement exprès en fait. J'ai beaucoup de chance si vous voulez, de rencontrer la sortie quand j'étais aux États-Unis à Boston, de rencontrer le fondateur du Boston Consulting Group qui s'appelait Bruce Anderson, qui avait monté une affaire de conseil en stratégie et qui avait surtout des idées tout à fait révolutionnaires. Et donc, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer cet homme et de raconter comme employé. Ça passe moyen là à l'antenne, hein. Vous êtes dans un lieu qui est... Oui, je suis au Bernardin. Ah, d'accord. Voilà. Salut les Bernardins. Je peux essayer de sortir si vous voulez. Donc j'ai eu la chance de rencontrer cet homme exceptionnel et de travailler avec lui. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a formé. Vous voyez, ça a été, j'ai eu au départ des idées formidables. Et puis ça, c'est ce qui m'a fait rencontrer les entreprises à l'époque qui étaient des petites entreprises, Benetton, Eurest, Essilor, que je suis comme client. Et puis, dans le bout de 10 ans, finalement, c'est Benetton qui m'a proposé de rentrer dans CE pour appliquer la stratégie que j'avais conseillée. Donc là, j'ai eu encore beaucoup de chance, puisque j'ai avec Madame Roux, qui était la propriétaire et présidente de Benetton, et donc on a développé l'entreprise. Benetton était une toute petite société française à l'époque, on a réussi à la mettre sur le chemin du leadership mondial. Alors on explique donc, ce qu'est Benetton, hein, le constructeur de bateaux de plaisance. Voilà. Donc c'est une société qui avait commencé, ils faisaient des bateaux de pêche en fait, hein, et puis comme les bateaux de pêche ont commencé à devenir de moins en moins nombreux, elle s'est reconvertie dans les petits bateaux de plaisance qui s'appelaient pêche promenade. Les petits bateaux qui permettent vous voyez, c'était des petits budgets, à l'époque c'était des budgets de 10 000, 12 000 euros, et avec ça on pouvait avec le petit moteur aller pêcher le bateau disons à Saint-Nazaire, vous voyez. Et puis après donc très rapidement l'entreprise s'est développée, elle commençait à être des bateaux un peu plus grands, des bateaux de course, les first. Et puis moi, donc, j'ai rencontré Madame Roux à l'époque où il y avait le chiffre d'affaires à l'époque, c'était 20 millions de francs, c'était 3 millions d'euros, vous voyez. Et je lui ai dit, Madame Roux, écoutez, si on s'y prend bien, on peut devenir leader mondiaux. Donc, en fait, je l'ai accompagné pendant 8 ans au BCG comme consultant. Et quand l'entreprise est devenue assez grande, elle m'a proposé de rentrer. Donc, j'ai quitté Paris avec femme et enfants et on a été s'installer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et donc là, j'ai connu un développement absolument prodigieux, puisque moi, je sais que l'entreprise, elle est aujourd'hui à 1,2 milliard, 1,3 milliard, vous voyez. Donc, en une période de 40 ans, elle a multiplié par
par 400. Alors, ce qui est incroyable avec votre histoire personnelle, c'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois, vous rencontrez des entrepreneurs et vous êtes à l'origine ou au tout début d'une histoire. Le BCG, pour ceux qui connaissent, Boston Consulting Group, c'est l'un des plus grands cabinets d'audit. Et vous êtes de stratégie, et vous êtes sur Beneteau, qui est aujourd'hui l'un des leaders sur la question du bateau de plaisance. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, c'est de la chance, c'est de l'opportunité? Oui, moi j'avais vu le génie. J'avais tout de suite senti que Madame Roux avait du génie et qu'il y avait un potentiel énorme avec les bateaux, parce qu'à l'époque, si vous voulez, la plaisance était encore petite, elle était en gros développement. C'est l'époque où il y avait Tabarly. Vous savez, Tabarly avait battu les Anglais solo. Et donc, De Gaulle avait favorisé énormément les marchés de plaisance. Il avait commencé à laisser Pompidou faire des tas de ports de plaisance. Donc, ça avait fait grossir le marché français. Et puis, moi, je m'étais rendu compte que Madame Roux était du génie. Et elle était extrêmement courageuse. C'est-à-dire qu'elle était prête à ne pas se verser de dividendes pendant 20 ans. Et on a en plus endetté l'entreprise pour la faire croître plus vite. Tant qu'on a été dans la plaisance, on a été la fusée qui s'est développée beaucoup plus vite que tout le monde. Donc ça nous a amené au leadership mondial, vous voyez. Donc moi, j'adore ça, c'est-à-dire que accompagner une entreprise qui a une position et puis en faire, alors ça prend 10 ans, ça prend 20 ans, ça prend 50 ans, mais ça partait au début, si j'avais tout de suite vu que Madame Roux était génial. Et je préférais fois partir avec une petite boîte et des gens géniaux, vous voyez, que une grosse société un peu pantouflarde où on peut pas bouger, parce que là j'étais évidemment aux commandes avec Madame Roux, c'est ça qui m'amusait toujours. Pour moi c'était un trait commun dans toute ma carrière. J'aime bien, je préfère partir petit avec des gens bien, vous voyez, et puis essayer de monter les trucs. Alors ça, vous répétez ça souvent, on adore. Et comment vous êtes passé de Beneteau à Essilor? Alors en fait, si vous voulez, je suis passé par Eurel. J'ai fait 6 ans de Eurel. Oui, exact. J'ai quitté Beneteau parce que en fait, il n'y avait pas d'école. Donc j'ai 3 filles que j'adore, et donc c'était envoyer les enfants en pension, et moi me retrouver tout seul. Mon épouse aussi, c'était un peu dur, et donc en fait, on a suivi nos filles à l'école. Donc c'était un petit peu difficile. J'ai expliqué ça à Madame Roux. Madame Roux a très bien compris. Et puis comme je crois que je lui avais rendu un grand service, elle m'a dit écoutez Xavier, on reste en contact. Et puis donc j'ai donné une année pour qu'on ait le temps de trouver un remplaçant, un successeur. Et puis dès que j'ai trouvé quelqu'un qui était bien, à ce moment-là, j'ai quitté, et donc je suis parti sur la cantine. Alors les cantines, c'était formidable pour moi parce que c'était un nouveau métier, c'était un métier de service. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec l'industrie, et donc là je me suis. Donc le groupe Eurest, vous pouvez préciser pour les auditeurs la restauration collective. Alors Eurest, c'est des restaurations collectives, vous voyez, c'est des cantines d'entreprises, d'écoles et d'hôpitaux. Donc ça a été une aventure absolument prodigieuse parce que les restaurateurs, c'est très sympa. C'est des gens très sympas, ils sont très drôles. C'est un métier très compliqué parce qu'on avait des volumétries énormes. À l'époque, il y avait 5000 restaurants, il y avait 50 000 employés. Vous voyez, donc là, si je passais d'une petite PME à vraiment déjà un groupe. Et puis, je me suis énormément amusé avec eux parce que j'étais très différent d'eux. Donc, c'est des gens qui avaient le métier de restauration et moi, je leur amenais la stratégie. Et le grand truc que j'ai apporté à la restauration, je me suis rendu compte que pour gagner de l'argent en restauration, il faut avoir beaucoup de restaurants dans la même ville. Et on avait appelé ça la stratégie des petits cochons. Plus on met de petits cochons au même endroit, plus ils sont compétitifs. Donc l'idée, c'était plus on met de restaurants dans la même ville, plus on va être compétitif et plus on gagnera de l'argent et on pourra se développer. Et donc je les ai beaucoup aidés, je crois, parce que je les ai aidés à faire une stratégie qui était une stratégie de conquête de ville. On prend les villes les unes après les autres. Et donc on a fait des stratégies de conquête de ville et de nénuphar. C'est le nénuphar qui s'étend sur un champ, sur un étang, il avance pas à pas. Vous voyez. Et donc en fait, Eurest est devenu devenu aussi leader mondial. Il s'est marié avec un Anglais et c'est devenu avec Sodexo le plus gros fabricant du monde de restauration. Et donc voilà, alors en fait il se trouve que j'étais dans un groupe qui s'appelle le groupe Wagon-Lit, et donc j'ai eu un conflit avec les dirigeants à l'époque et j'ai collé madame sur une décision. Donc c'est ça qui fait que je suis parti, parce que je serais resté toute ma vie chez eux. Et en fait le hasard a voulu que le lendemain on me dise écoutez, si vous faites ça, je pars. J'ai rencontré le président d'Essilor qui cherchait un DG. Vous voyez, c'était le hasard dans l'avion. Et toute ma vie était faite de hasard. C'est toujours des hasards. Mais là, Essilor, j'avais beaucoup travaillé pour Essilor comme consultant, donc je connaissais très bien l'entreprise, et ils m'ont plus pris. Dès qu'ils ont su que je risquais de quitter le reste, tout de suite j'étais embauché. Donc je suis rentré chez Essilor en 91, mais je connaissais très bien la maison parce que j'avais consulté Essilor aussi, comme Beneteau, entre 73 et 81. Donc, via le BCG aussi? Via le BCG, oui. Beneteau et Essilor étaient les clients du BCG, et d'ailleurs Essilor était le premier client du BCG. La première facture du BCG de Paris à une société française, c'était une facture d'Essilor.
Donc, l'histoire est pas très drôle. Hein. Et donc, je suis rentré dans une société que je connaissais bien et qui avait gardé un bon souvenir de moi, si vous voulez. Donc, voilà, ça s'est passé. Donc, ça a été de la grande cavalcade des Silor, qui était une histoire incroyable. En fait, si vous voulez, moi, j'ai toujours eu l'idée qu'il faut être leader mondial. Hein. Alors c'est possible dans les produits, vous voyez, quand vous faites des bateaux ou quand vous faites des verres ophtalmiques, c'est des produits. Donc les produits se mondialisent plus vite que le service. Hein, parce que les produits, vous pouvez prendre des pays très lointains comme la Corée ou le Japon. Hein. Alors vous êtes allé à l'assaut des États-Unis, vous êtes devenu leader aux États-Unis, vous êtes parti à l'assaut de l'Asie. On a fait les Horaces et les Curias, on avait 3 concurrents, il y avait un Américain et puis un Japonais, et on s'est attaqué au plus faible pour nous qui était l'Américain, donc on a commencé à attaquer très fort les US, et puis dès qu'on a été leader en Europe et aux États-Unis, à ce moment-là, on s'est attaqué à l'Asie, et c'est pour ça qu'on a réussi on a pris les choses en séquence. Vous voyez, je pense qu'on aurait tapé tout de suite l'Asie, le Japonais était tellement fort qu'il nous aurait freiné. Alors qu'en allant aux États-Unis, on a réussi à conquérir on a réussi à conquérir l'Amérique. Et donc, ayant conquis l'Europe historiquement et conquis l'Amérique, on avait 2 points forts. On a poussé avec 2 pieds et on a poussé beaucoup plus fort. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à croître si vite au Japon, en Corée, puis en Chine et en Inde. Et aujourd'hui, l'entreprise. Oui. Et alors, vous avez cette histoire merveilleuse que vous racontez avec votre plus gros concurrent japonais. Qui est devenu vraiment, enfin, vous étiez des frères ennemis quelque part, non? On était, oui, exactement. Les amis, vous pillez tout. Donc, c'était effectivement un des plus beaux souvenirs. C'est que, en fait, mais vous me donnez le temps d'expliquer l'histoire parce que ça prend 2-3 minutes, hein. Oui. Oui. Eh ben, on va vous reprendre après la pub. C'est magnifique. Oui. Vous restez là, c'est parfait. On vous reprend juste après la pub pour avoir la suite de l'histoire. On va raconter l'histoire après la pub, hein. Impeccable. Voilà. À tout de suite. Laisse parler nos entrepreneurs avec Outremer Network et Albioma. Restez avec nous sur Tropic FM et merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à vous, 21h14, l'émission des entrepreneurs. Et justement, nous avons l'honneur de recevoir, et il répond aux questions de Daniel Hiercio, monsieur Xavier Fontanet, l'ex-président directeur général d'Essilor, qui nous donne de véritables clés de la réussite. En tout cas, ce soir, d'autres chefs d'entreprise prendront le relais dans un petit instant. Retournons justement dans la suite de cette interview, de cette histoire exceptionnelle avec vous, Xavier, Daniel Hiercio. Alors, monsieur Fontanet, justement, vous étiez en train de nous parler de cette fameuse rencontre avec le japonais Oya, je crois. Oui, c'est une très belle histoire. À des moments où j'ai pleuré, vous voyez, j'ai pleuré d'émotion. Non, c'était, bon, Essilor est un fabricant de verres ophtalmiques et on avait 3 gros concurrents, en fait, il y a un Allemand qui s'appelle Zeiss, que tout le monde connaît, qui était en fait l'inventeur des verres ophtalmiques il y a 200 ans. Et puis, il y avait un Japonais redoutable qui s'appelle Oya. Une boîte qui n'est pas connue de marque, mais ils font des disques d'ordinateurs, vous voyez, ils font des tas de produits pour iPad. C'est une boîte exceptionnelle. Et j'avais une division ophtalmique. Et en fait, Sato, j'avais été nommé le même jour comme directeur général de Essilor et lui à l'époque comme directeur général de Oya. Et on est devenus d'ailleurs président tous les deux au même moment, 3-4 ans après. Et en fait, Sato, il s'appelait Sato-san. C'était un type magnifique, un japonais, mais bon, il avait un physique. Vraiment, il sortait d'un film de Sergio. Le samouraï. Le samouraï. Vraiment, c'était absolument le samouraï. C'était un type d'une très grande distinction. Et un jour, il m'appelle en me disant, Fontanet, je veux vous voir. C'était en 2005. Alors, on avait fait la JV avec Nikon en 2000. Hein. On s'était allié avec son pire concurrent en 2000. Donc, ça avait été pour lui un coup très dur parce que Essilor avait donc s'était entendu avec Nikon qui était sur le marché japonais. Et évidemment, c'était pour lui terrible parce que son pire concurrent était chez lui, dans son home market. Bon. Et donc, on s'était bagarré comme des fous là-bas, mais enfin, c'était très bien passé. Et puis, donc, il m'appelle en 2005, et entre-temps, il avait racheté une belle boîte aux États-Unis, et il avait fait 50-50. C'est-à-dire que nous, on avait pris la position au Japon, puis lui, nous avait bien concurrencé aux États-Unis, donc il était en position de me parler. Oui, on avait rééquilibré rééquilibré l'équilibre. Il me dit, Fontanet, je vais vous voir, je sais que vous venez à Tokyo, c'était en décembre, donc, et j'ai un truc très important à vous dire. Bon, alors là, je vais le voir. Donc j'étais assez inquiet parce que j'étais à peu près sûr qu'il allait m'annoncer qu'il achetait Zeiss, qui était le gros concurrent allemand. Là, vous dites, mince, il va revaloriser son positionnement sur le marché. Oui, il revient, puisqu'on était 2 fois plus gros qu'Oya et Zeiss, mais si Zeiss et Oya fusionnaient, on était de nouveau à parité. Et en gros, les 15 ans de travail où j'avais distancé, Essilor avait distancé Oya, on perdait tout d'un coup, on se remettait à égalité, vous voyez. Donc j'étais assez nerveux, donc j'étais donc au dîner
avec mon ami Chérier, qui était le patron de l'Asie, parce que quand entre grands patrons de multinationales on se rencontre, il faut toujours qu'il y ait un témoin. Il y a toujours un avocat ou un témoin qui fait le compte-rendu de ce qu'on s'est dit. Hein. Bon. Et donc on arrive au restaurant, un très beau restaurant, puis il me dit, écoutez Fontanet, j'ai un truc important à vous dire. Vous êtes le deuxième à le savoir. Le premier, c'est mon président qui est propriétaire d'Oya, parce que Oya, c'est une affaire familiale qui est possédée par la famille Suzuki. Alors là, je me dis, c'est terrible, ça peut être que l'achat de Zeiss. Et puis il me dit, Fontanet, je pars à la retraite. Alors là, pour moi, c'est un soulagement extraordinaire parce que ça faisait 15 ans qu'on se concurrençait. Et si vous voulez, Tosan était un joueur absolument exceptionnel. Il était charismatique. Il avait toutes les équipes étaient derrière lui. C'était un grand japonais. C'était comme Maki Morita. Vous voyez, c'était absolument exceptionnel. Et donc, on s'était tiré une bourre terrible. Qu'est-ce qu'il avait de si important à vous dire alors? Eh ben, il dit, je pars à la retraite. Voilà, je pars à la retraite. Alors pour moi, d'un seul coup, c'est le soulagement total. J'ai le soulagement total, et je commence à... Bon, et puis il me dit, écoutez Fontanet, ça fait donc 15 ans qu'on se connaît, on a été nommés le même jour, je vous suis à la trace tous les jours. Et donc, on s'était jamais rencontrés sur ce jour-là. Et en fait, il me connaissait parce que moi, je voyage beaucoup. Je vois beaucoup les clients. Et tous les vendeurs de Oya, ben, ils allaient voir les clients avant et après pour éviter qu'on les pique. Voilà. Et donc, ils savaient ce que je faisais tous les jours. Et ils vivaient quasiment avec moi, vous voyez. Puis on se voyait pas. Et il me dit, vous savez, Fontanet, je connais tout à fait votre jeu. Je sais exactement comment vous jouez. Et donc, j'étais assez ému. Mais je voulais vous dire, tous les matins, je me réveille en disant, je casse les silver et je tue Fontanet. Maintenant, je vais vous dire, je me sens plus proche de vous que de la plupart de mes amis, même japonais. Et donc là, moi, j'étais quasiment en larmes parce que c'était un message d'amitié, finalement. Et de respect quand on connaît l'importance en plus de la procédure asiatique, etc. Japonais, faut quand même pas perdre la face. Et donc, pour qu'il me dise ça, si vous voulez, j'étais ému aux larmes. Et donc, j'ai laissé passer 1 minute de silence. Et je lui ai dit, écoutez, Sato, je vais vous dire un truc que j'ai jamais dit à personne. Sans vous, on n'aurait pas fait Silver. Sans la bataille quotidienne qu'on s'est faite sur tous les produits, dans tous les continents, on n'aurait pas monté les Silver là où c'est monté. Je voulais vous en remercier. Alors lui aussi, il était au bord des larmes. Et c'est une très belle histoire, si vous voulez, parce que c'est une histoire d'abord qui montre qu'on peut se faire concurrence en se respectant. Mais ça montre surtout que la concurrence est un moyen de grandir. Écoutez bien ça, chers entrepreneurs qui êtes à l'écoute. Donc voilà, on peut non seulement apprendre de son concurrent, mais son concurrent est un moyen de s'améliorer, d'être beaucoup plus performant. Il m'a fait grandir, et vous pensez tous au tennis, si vous voulez, si vous avez des joueurs aussi exceptionnels que Federer, ben c'est pas en face de Nadal et Djokovic. Et si Nadal est si fort, ben c'est que Federer est exceptionnel. Et en fait, dans le sport, c'est quand vous avez des grands sportifs au même moment que ça tire le sport vers le haut. Et c'est exactement comme ça dans les affaires. Et donc, alors, Monsieur Fontanet, vous me permettez de faire une petite liaison parce que justement, on a Gilles Galeron de Sportbiz à l'antenne. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Et on a Joseph Grégoire de Knowledge Consulting. Alors je fais la liaison parce que vous étiez en train de nous donner non seulement un retour d'expérience et de vie d'entrepreneur, et aujourd'hui vous partagez cette expérience notamment à travers un programme qui est formidable qui s'appelle les Jeudis de la Stratégie, sur lequel on travaille ensemble. Et justement, on a 2 entrepreneurs qui ont suivi cette formation, un l'année dernière et un qui vient là on est en direct de la Martinique, donc il a suivi très récemment. Gilles, tu veux dire 2 mots peut-être en 2 minutes par rapport au jeudi de la stratégie? Au jeudi de la stratégie, et puis justement rebondir sur la tribune là. Oui, donc les jeudis de la stratégie, donc bonsoir Monsieur Fontanet. Donc bonsoir Gilles. Oui, donc c'était vraiment un super programme, très enrichissant, très prenant. Donc vous donnez une bonne clé aux entrepreneurs pour ce qui concerne leur stratégie de développement. Après, au cas par cas, on peut en discuter avec vous. Et par rapport, pour rebondir sur ce que vous parliez de sport tout à l'heure, ça me rappelle l'interview qu'on avait faite. Et alors Gilles précise pour les auditeurs, donc tu as en plus fait une interview, enfin tu as déjà un blog de sport. Que fait-il ce blog? Donc c'est un blog qui s'appelle sportandbiz.com, donc qui parle de l'actu du sport business. Donc les deals qui sont faits entre des marques, des sportifs, des marques, des ligues, et aussi des interviews. Des interviews où je fais vraiment la corrélation entre le sport et le business. Et dans ce cadre-là, tu as interviewé Monsieur Fontanet? Voilà, j'interviewe des businessmen, on va parler de sport.
puisque ce sont des choses qui ne se font pas. Et pour moi, le sport et le business sont vraiment reliés. Donc je pense que le parallèle est super important à faire. Donc c'est bien de faire parler des businessmen reconnus, des faire parler de sport, parce que souvent ils ont des choses très pertinentes à dire là-dessus, et ils ne le font pas de manière habituelle. Très bien. Et d'ailleurs, je crois que tu es présent sur le concours de la tribune. Tu peux redire parce que tu es à J-2 là. Oui. Donc, je participe au prix du jeune entrepreneur organisé par le quotidien économique La Tribune. Donc, qui se termine vendredi matin pour moi à 10h. Donc, le concours consiste en des votes sur le site de La Tribune pour voter via des lives Facebook pour les jeunes entrepreneurs, pour les projets de jeunes entrepreneurs. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous prenez vos machines, vous allez soutenir Gilles Galeron Sport & Biz, on mettra les liens sur Facebook, on l'a déjà fait, ou sur Twitter, et vous cliquez, vous diffusez à votre entourage. On a Joseph Grégoire de Knowledge Consulting, là on est en Martinique, je crois. Oui, bonsoir. Oui Joseph, alors toi tu as suivi les jeudis de la stratégie de cette année. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé et quel a été le retour et c'est quoi l'actu de Knowledge très rapidement? D'accord. Alors bonsoir Daniel, bonsoir Xavier Fontanet. Bonsoir. Il n'y a pas 30 ans. Donc moi mon retour par rapport au jeudi de la stratégie, j'ai trouvé effectivement le dispositif très efficace, à la fois sur la forme, puisqu'on était en visioconférence, je ne sais pas si vous l'avez dit, avec Alger, avec Lyon, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique. Et finalement, grâce au dispositif G2J qui a été mis en place, on avait une proximité, un dispositif technique très efficace et qui permettait la proximité. Sur le fond, on a vraiment beaucoup apprécié ici en Martinique. On a plus l'occasion de le dire en direct à Xavier Fontanet. Moi, ce que je retiens, c'était notamment sa vision sur le long terme. C'est-à-dire qu'avoir une stratégie, ça s'établit, je pense, dans la durée, effectivement, et avec un ensemble d'ingrédients, son bon sens, beaucoup d'anecdotes aussi, mais qui sont le fruit d'une expérience très très forte. Donc on a tiré un réel parti de ce dispositif les jeudis de la stratégie. C'était vraiment très intéressant. Alors nous, ça nous concerne directement parce qu'on est dans le conseil, donc on a pu développer notre savoir-faire sur la stratégie, et aussi plus directement sur une phase d'un nouveau produit technologique qu'on a mis en place, puisqu'on a une petite start-up qui s'appelle Knowledge Technology, et pour laquelle on est aujourd'hui en phase de commercialisation d'un produit qu'on espère à fort potentiel, quoi. Ouais, parce que là, vous étiez, en plus, ça tombait très bien, vous étiez au mois de janvier au CES de Las Vegas, vous étiez à Barcelone, je crois, au MWC, et donc finalement, vous étiez en plein sur la réflexion stratégique de développement de ce fameux boîtier. Tu peux en dire 2 mots en 10 secondes? Oui, rapidement, donc c'est un boîtier multifonction qui concerne les transports en commun. Donc l'idée est de fournir un mini cerveau, on va dire, pour les vecteurs de transport, notamment les bus. Et donc aujourd'hui, on est en train de chercher le bon territoire. Plutôt que je retiens la formule de Xavier Fontanet, plutôt que de partir à l'international, on va essayer de détecter le bon territoire, la bonne ville, pour aller initier notre démarche de commercialisation de ce produit. Donc effectivement, on a pu faire des contacts aux États-Unis, mais également en Europe. Donc on est en train de faire une analyse stratégique. Donc vous faites mieux que Transdev, d'ailleurs je crois qu'il a essayé de racheter votre techno, et beaucoup moins cher. Alors Xavier Fontanet, quelques mots justement sur ce formidable outil, les jeudis de la stratégie. C'est un cours que vous donnez partout, à HEC, à l'ENA, à l'université de Shanghai je crois, et vous avez accepté de le donner grâce à la nouvelle PME et Yacine Jaziri, on le salue d'ailleurs. Pour les entrepreneurs des quartiers, de la diversité, on a fait un truc sympa là avec 360 en Outre-mer aussi. Comment vous est venue cette idée? Comment vous vivez cette aventure? Déjà, l'idée générale, c'est que j'ai fait une fondation. Je suis maintenant retraité, donc je me suis dit, au fond, j'ai vécu la mondialisation tellement heureuse que je voudrais partager ça avec tous ce que j'appelle les jeunes, qui sont plus jeunes que moi. Et donc, pour moi, c'est un grand bonheur de pouvoir partager ça de façon à les aider à prendre de meilleures décisions et surtout vivre heureusement la mondialisation qui a une très mauvaise cote en France, mais c'est complètement idiot parce que c'est fantastique comme moyen d'apprendre parce qu'on a des concurrents de tous les pays et puis on découvre du pays
pays, on rencontre des gens, donc c'est un truc formidable. Et alors je dois dire bonjour Yacine et puis Daniel, là vous êtes tous les deux formidables. J'ai eu un plaisir énorme parce que la qualité de l'auditoire est unique. Si vous voyez, tous les gens qui viennent au Jeudi de la stratégie ont quand même eu des vies très difficiles au départ. C'est des gens, ils sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Bon, et quand ils arrivent à faire des sociétés qui prennent une certaine taille et qui sont rentables, c'est des gens absolument géniaux. Et ça, vous vous en rendez compte immédiatement quand vous faites les interviews, les cours, parce que la salle réagit, si vous voulez. Et les questions étaient toujours prodigieuses. D'ailleurs, j'étais très très heureux parce que très souvent, la salle anticipait les slides qui suivaient. Donc, j'étais content pour moi parce que ça voulait dire que j'avais bien conçu le cours, mais ça veut dire aussi que les gens étaient avec moi intellectuellement, vous voyez. Donc, j'ai senti une proximité incroyable avec tous les gens. Et c'est très important, ça, parce que on distingue la grande de la petite entreprise. Et c'est complètement faux. Les entreprises, elles ont des concurrents, vous voyez. Alors, si elle est grande, elle a des grands concurrents. Si elle est petite, elle a des petits concurrents. Mais on vit avec des concurrents. Hein, ça, c'est la clé. Et c'est ça qui fait la proximité. Et donc, pour bien comprendre la philosophie du cours, c'était adapter votre expérience. Voilà. Et donc, moi, évidemment, j'ai roulé ma bosse pendant 40 ans, j'ai vu beaucoup de choses, mais fondamentalement, c'est pas différent de ce que chaque patron d'entreprise de la nouvelle PME, ils ont les mêmes soucis. Et comme j'ai travaillé dans la PME, j'ai connu à l'époque exactement les mêmes problèmes que ce que vous avez. Et moi, c'était très émouvant parce que, bon, j'ai trouvé que la qualité des gens dans la salle est absolument exceptionnelle. Ça vaut tous les auditoires que j'ai eus. Et puis, deuxièmement, c'est très émouvant. Vous voyez, entre entrepreneurs, on a besoin de se rapprocher. Et j'étais tout le temps ému. Et puis, la qualité des questions était absolument incroyable. Alors moi, ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est quand même, on a l'un des plus grands entrepreneurs du CAC. Je sais que vous êtes modeste, mais enfin bon, personne, tout le monde le sait. C'est un secret pour personne en France. Nous, on n'a pas l'habitude, y compris en outre-mer, d'avoir un accès direct à des grands entrepreneurs. Là, ça se fait très directement, très simplement. Gilles en est le témoin. En plus, il y a des histoires qui se font et qui s'écrivent après les jeudis de la stratégie. Donc vous, Gilles, vous avez répondu à ces attentes. Il y a d'autres entrepreneurs, je sais, avec qui vous êtes encore en relation. Finalement, c'est aussi ça, cette espèce de simplicité, de sentir qu'il y a un lien avec. Vous êtes en train de transmettre quelque chose. C'est pas simplement du savoir. Il y a une vraie expérience. Daniel, on est entre pros. On se reconnaît parce qu'on a les mêmes soucis. On a eu les mêmes soucis, vous voyez. Donc on est entre pros, la proximité est énorme. Et si on fait des distanciations, c'est complètement débile. Elles n'ont aucune raison d'être, les distanciations. On est dans les mêmes familles, vous voyez. On a les mêmes soucis, vous voyez. Et c'est ça que j'ai ressenti, vous voyez. Ça, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Vraiment fantastique. Et je crois d'ailleurs que le travail que vous faites, si vous voulez, de faire des ponts est un travail important. Dans la société, on a besoin de créer des ponts. Il y a des gens qui sont très doués à créer des murs, ils mettent des murs. Et puis Daniel, Yacine, des gens qui créent des ponts. Donc vous abattez les murs. Et ça, je pense que c'est très important pour faire avoir des sociétés harmonieuses, vous voyez. Parce qu'en fait, dès qu'on peut se parler, on se rend compte qu'on est beaucoup plus proche qu'on croit. Exactement, tout à fait. Très très beau mot de la fin. Vous voyez. On a eu le sentiment, vous voyez, Yacine, Daniel et toutes les équipes, de faire vraiment du très très bon boulot. Vous voyez. Et ça va continuer, on l'espère encore longtemps. Voilà, quand je me couche le soir, je me disais, Daniel, Yacine, merci, j'ai passé une belle journée, vous voyez. Eh ben, c'est nous qui vous remercions parce que c'est vrai qu'avoir accès à autant d'expérience et de talent sur la stratégie concurrentielle et puis bien au-delà, parce que là, ça touche à des thèmes sur la confiance, etc. Dieu seul sait que nos entrepreneurs en ont besoin. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les jeudis de la stratégie.com pour les prochaines éditions. Je vous annonce tout de suite, il y a la moitié des places qui sont déjà réservées en Outre-mer. Va falloir se bouger. Vous pouvez retrouver toute cette actualité sur Facebook. On en profite pour faire un gros big up à toute l'équipe de la NHA, la Natural Air Academy, Didier Mandin, Clarisse Belleben, qui ont fait un carton. La 23e session networking d'Outre-mer Network, qui a aussi fait un carton à Paris. C'était le 13 mars dernier. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Un grand merci, Monsieur Fontanet. Ça a été un vrai plaisir. Merci, hein. À très bientôt. Vous êtes plein de talent. Allez, à bientôt. Hein. À bientôt. Merci pour votre disponibilité. Gilles, votez pour Sport & Biz. On va remettre le lien sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas. Sport & Biz pour le prix latribune.fr. Un petit coucou à notre ami Angélique Zetor de Génie Mobile et Gwenato qui étaient les lauréates l'année dernière. Joseph, le meilleur pour la suite. Dans les quelques mois, il y a une levée de fonds qui se prépare peut-être. Pardon ?
Il y a peut-être une levée de fonds qui se prépare. Il y a... Exactement, tout à fait. Tout à fait. Eh ben super, c'est génial. Je vous laisse parce que là je sens qu'il y a le Obi-Wan Kenobi qui arrive, le maestro Jean-Jacques Seymour. Il y a Chantal, on avait Chantal en ligne. Oui. Chantal, excuse-nous parce que là t'étais dans le train, donc du coup on a dû partir. On finit l'émission. J'ai eu le temps d'attendre, en fait, ça fait 10 minutes que je vous entends parler. Donc on est désolé, bon on va te laisser avec Jean-Jacques. C'est pas grave. Voilà. Écoutez, je vous salue à tous, osons l'outre-mer et à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. À bientôt.